Très bien. Pour la grossesse extra-utérine, il faut savoir que c'est une pathologie qu'il faut vraiment connaître parce que c'est très très grave comme pathologie du premier trimestre. C'est la cause la plus fréquente de la mortalité, bien sûr, maternelle au premier trimestre. La grossesse extra-utérine, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est une grossesse qui va, bien sûr, être en extra-utérin. Bien sûr, c'est une implantation en dehors de l'utérus. Bien sûr, la GU occupe une place privilégiée dans la littérature médicale. Il y a eu beaucoup d'articles là-dessus, beaucoup de recherches là-dessus, d'accord, surtout sur le volet thérapeutique. Bien sûr, cette pathologie, elle reste potentiellement létale. Parce que si, bien sûr, on ne la prend pas en charge, on va finir par, bien sûr, avoir un état de choc maternel et une mort certaine de la patiente. Bien sûr, elle fait appel à un arsenal thérapeutique qui est large, d'accord, qui peut aller de la simple abstention thérapeutique jusqu'au traitement chirurgical radical. Bien sûr, normalement, la nidation, elle doit se faire dans la cavité utérine, d'accord? Mais dans la GU, cette nidation se fait en extra-utérin, que ce soit la trompe ou bien l'abdomen ou bien l'ovaire. On a beaucoup de sites. Bien sûr, si ça survient au niveau de l'angle utérin, là où il y a des, des trompes, d'accord? Là, on l'appelle une grossesse extra-utérine angulaire. Si au niveau de la trompe, elle est tubaire. Si au niveau du pavillon, on l'appelle un fundibulaire. Et au niveau de l'ovaire, c'est une GU ovarienne. Et bien sûr, au niveau du péritoine, c'est une grossesse extra-utérine abdominale. On a aussi quelques entités, bien sûr, qui sont rares, mais qui existent. C'est surtout les GU au niveau cervical. Bien sûr, même si le col utérin il est considéré faisant partie de l'utérus, mais une nidation au niveau cervical ou bien actuellement, on voit beaucoup plus de grossesses qui se situent au niveau de la cicatrice de césarienne. Là, ces grossesses-là, elles sont considérées comme des grossesses extra-utérines. Sur le plan épidémiologique, bien sûr, l'incidence, elle est partout dans le monde, elle est estimée entre 1 et 2%, bien sûr, des grossesses. La GU est la principale cause de décès au premier trimestre, d'accord? D'où la nécessité, bien sûr, de bien faire votre diagnostic au premier trimestre pour éviter les catastrophes. Bien sûr, elle est responsable d'environ 13% des décès maternels. En France, l'incidence de cette pathologie est de 2% des naissances vivantes et elle est de 1,6% des grossesses et de 0,09% des femmes âgées de 15 à 44 ans. Bien sûr, l'incidence actuellement, elle tend à augmenter chez les femmes sans contraception, alors qu'elle diminue chez les autres femmes. Pour les facteurs, bien sûr, on a beaucoup de facteurs de risque qui bien sûr, leur présence, on a constaté que ça donnait cet état de grossesse en extra-utérin. Bien sûr, c'est tous les facteurs, d'accord, qui vont favoriser le non-acheminement de l'œuf fécondé vers la cavité utérine.
Bien sûr, on a comme impact majeur ou bien de facteurs de risque majeur, c'est les dispositifs intra-utérins au cuivre, c'est les fameux stérilés. D'accord? Quand on les met, on a constaté que euh, c'est un facteur de risque de grossesse extra-utérine. Même on a constaté malgré euh, une mise en place d'un DU au cuivre, d'accord? Bien sûr, parce que le DU hormonal, là, on a un blocage généralement de l'ovulation, là, on n'a pas un risque d'avoir une GU ou bien d'une grossesse intra-utérine. Mais là, dans le cas de DU en cuivre, on a constaté qu'on pouvait bien sûr avoir même des grossesses en intra-utérin. Bien sûr, la stérilisation tubaire, bien sûr, quand celle-ci a été mal réalisée, d'accord, dans le temps, surtout quand on veut faire une stérilisation au niveau des trompes, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des petites bourses de la trompe, mais, bien sûr qu'on attache avec un fil non résorbable, mais il s'est avéré qu'il y a eu beaucoup de grossesses, il y a eu beaucoup de grossesses qui sont survenues. On a aussi les antécédents de grossesse extra-utérine. Bien sûr, c'est un risque majeur de récidive et les antécédents de petites chirurgies au niveau tubaire, que ce soit il y avait un problème au niveau des trompes et par chirurgie on les a corrigés, d'accord, ou bien on a fait juste une salpingotomie et on a réparé juste la trompe. Là, c'est bien sûr, il y a un grand risque de récidive. Et on a constaté que l'âge aussi contribuait à la survenue des GU, surtout un âge maternel qui est élevé, supérieur à 35 ans. On a des impacts modérés, c'est généralement des antécédents d'infection, surtout des MST, d'accord, des maladies sexuellement transmissibles, comme euh, les antécédents de gonorrhée ou bien surtout de chlamydia. D'accord? Ces infections, surtout chlamydia, elles donnent beaucoup de lésions au niveau tubaire. Et là, on a tendance à avoir des synergies. C'est bien sûr quand ça cicatrise, ça nous donne un accolement entre les parois de l'épithélium tubaire. On a aussi les antécédents d'infection pelvienne, quelle que soit cette infection, mais au niveau du pelvis, surtout pendant les pelvis péritonites. On a aussi l'antécédent d'infertilité. Déjà, quand on a une infertilité, on suspecte que peut-être il y a une imperméabilité tubaire. Et là, s'il y a une fécondation, l'embryon, l'œuf fécondé ne va pas, bien sûr, ne pourra pas être acheminé et il est coincé au niveau tubaire. On a aussi le tabagisme. Bien sûr, c'est par l'effet par un effet où euh, ça agit et ça délétère les cils tubaires. Parce qu'au niveau des trompes, on a des petits cils qui font, bien sûr, rabattre l'œuf vers l'utérus. Et quand vous avez, bien sûr, un état de tabagisme, là, parfois, ces cils-là, ils sont défaillants et la motilité tubaire, elle est diminuée. On a aussi les partenaires sexuels multiples, ça favorise les infections sexuellement transmissibles. Et bien sûr, les antécédents de port de stérilé au cuivre. Là, bien sûr, parce que l'effet du stérilet, c'est surtout de créer une inflammation locale au niveau de l'utérus et parfois même cette inflammation elle touche même euh, les trompes et ça crée aussi des synergies. On a ce qui est un impact faible, d'accord, ou bien un facteur de risque faible, c'est l'utilisation des micropilules. C'est des pilules euh, qui sont à base de progestatifs. D'accord? On utilise des doses vraiment minimes de progestérone, pardon. Et
bien sûr, c'est des micropilules. Ces micropilules, on pense que ça diminue la motilité au niveau tubaire. D'accord? Et ça crée des grossesses extra-utérines. Mais actuellement, la micropilule qui est vraiment utilisée, c'est la fameuse Cerazette, d'accord? Là, euh, la Cerazette, non seulement, bien sûr, elle bloque au niveau cervical, elle délétère les sécrétions, la glaire cervicale, mais elle bloquerait aussi l'ovulation. Alors, on a vraiment, on n'a pas eu généralement de cas où on a vu une GU chez une femme qui prend la Cerazette. Mais les anciennes micropilules, apparemment, ils ont constaté des cas de GU. On a aussi les antécédents de chirurgie abdominaux-pelvienne pour n'importe quelle chirurgie. Et là, il y a eu, bien sûr, une mal cicatrisation. Et il y a eu des synéchies. Alors, ça, bien sûr, atteint les trompes et il y a une mauvaise mobilité de ces trompes-là. Bien sûr, l'âge du premier rapport sexuel, là, ça rentre toujours dans le cas des maladies sexuellement transmissibles, surtout comme le chlamydia. D'accord? Le chlamydia, ça peut aller jusqu'à une absence totale de fertilité. D'accord? Ça donne des lésions vraiment, surtout l'appareil génital. Sur le plan physiopathologique, bien sûr, l'éthiopathogénie, elle est simple, c'est juste, il y a un retard, d'accord, de transport de cet œuf-là fécondé, d'accord. Il faut savoir que chez la femme, le trophoblaste, vous avez fait ça dans l'anidation, quand on est au stade de 16 blastomères, d'accord, là, l'œuf, d'accord, après, bien sûr, après, après l'ovulation, généralement 6 à 7 jours, il va se nider là où il se trouve. D'accord? Dès que, bien sûr, il atteint ce stade-là, il cherche à se nider. Alors, quel que soit le lieu où il se trouve, soit la trompe, soit l'ovaire, soit il est tombé dans la cavité abdominale et il va, bien sûr, essayer de s'implanter au niveau du péritoine. Et il faut savoir que il n'y a que chez l'homme que, bien sûr, l'œuf fécondé peut s'implanter n'importe où. Contrairement à l'animal où l'implantation, elle se fait que dans l'endomètre. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment un modèle animal, d'accord, où on peut vraiment avoir une GU. Bien sûr, la grossesse extra-utérine résulte d'un retard dans le transport de l'œuf fécondé. Ça veut dire tout ce qui donne un retard à cet acheminement-là nous donne un risque de grossesse extra-utérine. On a bien sûr 3 théories éthiopathogéniques qui expliqueraient ce retard-là. D'accord? La première, c'est le fait qu'un retard de captation par le pavillon de la trompe va nous entraîner, bien sûr, une G. Là, l'œuf fécondé peut rester en intra-abdominal ou bien sur l'ovaire. Une grossesse alors abdominale ou bien ovarienne va se développer. Là, bien sûr, ça arrive quand l'ovulation, elle se fait, elle se fait normalement, mais la captation par le pavillon, elle est défectueuse, d'accord? Ou bien elle est retardée. Et généralement, les spermatozoïdes vont arriver au niveau, bien sûr, au niveau au niveau du pavillon et ils vont être dans l'abdomen. Ils peuvent féconder cet ovule-là qui a été mal capté par le pavillon. Bien sûr, l'œuf capté avec retard, là c'est une autre
une autre hypothèse. Quand vous avez l'œuf capté avec retard, il peut atteindre le stade de blastocyste dans l'ampoule où il va se fixer. Ça veut dire que même si on n'a pas eu le retard à la captation de cet œuf-là, mais il est retardé dans la trompe. Là, bien sûr, il va se nider dans soit l'ampoule, soit l'isthme de la trompe. La migration transpéritonéale de l'œuf a pu être incriminée dans 20 à 50% des GU sur la constatation péropératoire de la présence d'une grossesse extra-utérine d'un côté et d'un corps jaune sur l'ovaire controlatéral. Ça veut dire, bien sûr, là, on va avoir un œuf qui est fait, par exemple, un ovule qui est ovulé par l'ovaire droit, mais il va tomber en intra-abdominal et faire le passage contraire. D'accord? Il va tourner de la gauche. Là, bien sûr, quand il y aura les spermatozoïdes qui vont le féconder, il y a un retard et ça va bien sûr se nider dans la trompe contralatérale et on aura un corps jaune du côté droit. Là, bien sûr, c'est des constatations qui ont été faites plusieurs fois chez beaucoup de malades. On trouve le corps jaune à droite, mais la GU à gauche ou bien le contraire. Et c'est ce phénomène-là qui l'explique. Bien sûr, la deuxième éthiopathogénie, ou bien la théorie éthiopathogénique, c'est l'arrêt ou bien le ralentissement de la migration, surtout au niveau de la trompe. Bien sûr, là, la trompe ne va plus assurer le transport de cet embryon-là de façon correcte, d'accord? Et bien sûr, 4 à 5 jours après l'ovulation, l'œuf est toujours dans la trompe et la cause peut être soit hormonale, soit mécanique. Hormonale, c'est, bien sûr, il y a des hormones qui vont favoriser ça. Il faut savoir que la progestérone favoriserait la migration de l'œuf dans la trompe, alors que le stradiol, ou bien l'œstrogène, fait le contraire, il va la freiner. Alors, si on a un excès d'œstrogène, ou bien une absence ou une diminution des progestatifs, là, on va avoir tendance à ce que la trompe, d'accord, va ralentir la progression de l'œuf fécondé. Bien sûr, les causes mécaniques sont plus évidentes, c'est les plus retrouvées en général. Généralement, c'est la perturbation, bien sûr, au niveau des cellules musculaires lisses de la trompe et surtout les cellules ciliées. Bien sûr, les arguments en faveur de cette théorie, c'est le rôle délétère de la chirurgie tubaire. Par exemple, si on a fait une chirurgie au niveau des trompes, là, la cicatrisation se fait mal et on a comment on appelle ça, des synéchies. Bien sûr, la fréquence des adhérences lors des GU, on a retrouvé surtout chez les femmes aux antécédents de péritonite ou bien chez les femmes qui ont eu des chirurgies au niveau pelvien ou abdominal, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'adhérences et qui atteignaient bien sûr l'appareil génital. Bien sûr, on a aussi la fréquence des lésions de la trompe proximale chez les patientes ayant présenté une GU. Et des ciliations à cause du tabac, ça agit sur, bien sûr, le travail de ces cils-là et ça gêne, bien sûr, le transport tubaire. La troisième théorie, c'est la théorie du reflux. Cette théorie, elle vous dit que l'œuf fécondé arrive bien au niveau de l'utérus, mais il est rejeté vers la trompe secondairement. Bien sûr, cette théorie elle a été constatée quand on faisait une fécondation in vitro, parce que dans la fécondation in vitro, chez un couple, par exemple, infertile, on prend bien sûr, après avoir fait la fécondation in vitro, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On va bien sûr injecter dans l'utérus
2 à 3 embryons. D'accord? Et ils ont constaté qu'il y avait des GU chez ces patientes, chez quelques patientes qui ont eu euh, cette FIV-là. D'accord? Lors de la FIV, ils ont eu des GU. Alors, ils ont conclu qu'il y a un phénomène qui, qui expliquerait ça. C'est le phénomène qu'il y a eu un reflux vers la trompe. D'accord? Bien sûr, ça reste les théories, bien sûr, éthiopathogéniques. Ça veut dire, vous avez, bien sûr, soit un retard à la captation, soit un retard d'acheminement, soit un reflux vers de l'utérus vers la cavité tubaire. Mais qu'est-ce qu'il faut garder, c'est que à partir du sixième jour, il faut bien sûr le blastocyste va essayer de se nider là où il est. D'accord? Alors, toujours, il faut qu'on soit dans les délais, sinon on aura une GU. S'il ne se retrouve pas dans la cavité utérine, là, ça va nous donner une GU. Pour le siège de l'anidation, il faut savoir que le siège le plus fréquent, d'accord, plus de 90% des cas, c'est au niveau de la trompe. D'accord? Dans 92% des cas, là, j'ai localisé dans l'ampoule. Anatomiquement, l'ampoule, bien sûr, elle est. Bon, ça, c'est une image. Là, vous avez la trompe. D'accord? Là, c'est lisse. Et là, c'est l'ampoule, là où elle a siégé cette GU-là. Dans l'ampoule, d'accord, on a bien sûr une paroi qui est souple et vaste. Ça veut dire qu'on a un temps que la GU elle a beaucoup de temps pour évoluer, pour qu'elle se rende. D'accord? On aura bien sûr tendance à avoir des GU de taille importante. Et bien sûr, un âge gestationnel qui est parfois plus de 8 semaines d'aménorrhée. Contrairement à l'ISP, là, la paroi, elle est vraiment, il n'y a pas assez d'espace pour le développement d'une GU. Alors, ici, la rupture se fait très précocement, contrairement à l'ampoule. Bien sûr, généralement, c'est au niveau de l'ampoule qu'on a le plus de GU. Mais on en voit sur l'ISP et surtout quand vous avez au niveau interstitiel ou bien là où elle s'abouche euh, la trompe sur l'utérus, là, la rupture, elle est vraiment très précoce et elle est de règle. Vraiment presque toujours, il y a une rupture, bien sûr, si on n'a pas fait le diagnostic très précocement. En cas où la GU, la grossesse se situerait sur le pavillon, d'accord, là, on n'aura pas une distension de la trompe. Le risque, c'est bien sûr, c'est que la GU va se rompre vers l'abdomen et on aura ce qu'on appelle un avortement tubo-abdominal. D'accord? Généralement, la femme, elle vient pour un hémopéritoine et la trompe, elle est intacte. D'accord? Parce que cette GU, elle a eu comme siège le pavillon. Les localisations ovariennes sont rares, d'accord, moins de 1%, mais il faut savoir que ça existe. Le trophoblaste peut siéger en surface, sur l'ovaire ou bien profondément dans le corps jaune. Là, le risque, bien sûr, c'est de faire saigner l'ovaire. Et si on n'arrive pas à maîtriser le saignement sur l'ovaire, généralement, on fait une annexectomie. Ça veut dire, bien sûr, on sacrifie l'ovaire. Les GU abdominales pures, sincèrement, c'est rare, mais ça existe. Moi, personnellement, j'ai vu 2 GU abdominales. D'accord?
Bien sûr, le développement se fait surtout soit sur le péritoine, soit sur l'épiplan. D'accord? Bien sûr, si ces grossesses-là évoluent, arrivent à évoluer, on risque beaucoup d'avoir, bien sûr, une invasion des organes digestifs. D'accord? Surtout, parfois même, il y a eu une description d'une GU au niveau hépatique. D'accord? Mais je pense que c'est un à deux cas qui ont été décrits. Mais il faut savoir que une grossesse peut évoluer au niveau abdominal et bien sûr, ça donne des complications gravissimes. Les cas particuliers, c'est surtout la GU cervicale, d'accord? C'est une grossesse intra-utérine, mais d'implantation pathologique parce que au niveau cervical, on va y arriver vers une rupture, bien sûr, de cette grossesse-là. Alors, il faut la prendre en charge dès la constatation de ce siège-là qui est anormal. Bien sûr, on a aussi vu le taux qui est élevé de césarienne ces 20 dernières années, on a tendance à avoir des grossesses extra-utérines sur la cicatrice de la césarienne. Là aussi, il ne faut pas laisser, sinon ça va se rompre en intra-abdominal et ça donne des hémorragies cataclysmiques. D'accord? Alors, il faut les prendre en charge dès qu'on a constaté ce siège-là qui est anormal. Pour l'histoire naturelle du développement d'une GU, d'accord? Par exemple, on a une GU. Comment les événements vont se succéder? Bien sûr, on peut avoir un hématosalpinx. C'est quoi un hématosalpinx? C'est ce que je vous ai montré ici. Là, la GU, elle est dedans. Et là, c'est un hématome qui va se constituer au niveau de la trompe. C'est ce qu'on appelle l'hématosalpinx. Bien sûr, la GU, c'est quand elle va essayer de se nider, elle va réussir, mais elle va bien sûr éroser tous les vaisseaux tubaires. Alors, il y aura un saignement qui va se collecter à l'intérieur de la trompe et ça va nous dilater la trompe. Si on est au niveau de l'ampoule, on peut avoir des hématosalpinx qui dépassent les 4 cm. Si on est au niveau de 10, ça a tendance à se rompre rapidement. Bien sûr, ce mécanisme explique l'absence de corrélation entre la dimension de l'image et bien sûr l'image échographique et l'évolutivité de l'AGU. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir un très très grand hématosalpinx parce que c'est juste des vaisseaux qui ont été érosés avec des grossesses des grossesses d'un âge gestationnel petit. Contrairement, on peut avoir des petits hématosalpinx avec des âges gestationnels qui sont bien sûr grands. Mais généralement, à partir de 10 semaines d'aménorrhée, le risque de rupture, il est important. D'accord? L'évolution aussi, c'est la rupture tubaire. Dès que cette paroi, elle ne peut plus garder cet hématosalpinx ou bien cette GU-là, là, les parois vont se rompre et tout va se diverser dans la cavité abdominale et ça va saigner. Ces parois-là qui ont été rompues vont saigner. Alors, la rupture tubaire correspond soit à l'évolution ultime d'un hématosalpinx, soit à l'envahissement de la paroi par le trophoblaste. Bien sûr, la rupture sera d'autant plus hémorragique que la GU a une implantation proximale. Par exemple, au niveau interstitiel ismique, la vascularisation, elle est très très importante. Alors, on a tendance à avoir une hémorragie en intra-abdominale qui est très importante. L'avortement tubo-abdominal, bien sûr, si la GU elle s'implante superficiellement au niveau de la paroi, ou bien elle est très très proche du pavillon, là, on peut avoir
bien sûr, un détachement de cette GU et elle va y aller vers l'abdomen. Et ça va nous donner un saignement, euh, bien sûr, entre la trompe qui ce saignement-là va se déverser dans la cavité abdominale et c'est ce qu'on appelle un avortement tubo-abdominal. Bien sûr, parfois, juste cet avortement-là, ça guérit, bien sûr, ça guérit spontanément parfois. La GU va alors se séparer de la paroi tubaire et être évacuée par le pavillon. L'évolution peut se faire sur, bien sûr, trois modes. La guérison spontanée, la grossesse ectopique abdominale, là, le risque, bien sûr, s'il n'y a pas eu de résorption spontanée, la grossesse, elle peut, bien sûr, euh, envahir, le trophoblast peut envahir, bien sûr, soit le péritoine, soit, bien sûr, l'épiplan ou une autre structure pour essayer de, bien sûr, de se nider. Là, c'est les différents stades, bien sûr, qu'on peut avoir de l'évolution naturelle d'une grossesse extra-utérine. Bien sûr, on a pris la trompe comme modèle parce que dans 95% des cas, c'est au niveau de la trompe. Les autres situations où je vous ai dit, au niveau ovarien, le risque, c'est d'avoir, bien sûr, un saignement, mais généralement, c'est pas très grave comme au niveau de la rupture de la trompe, mais là, parfois, on est obligé d'opérer et de faire une hémostase. Dans l'abdomen, le risque, le plus grand risque, c'est bien sûr d'avoir une évolution d'une grossesse au niveau abdominal. D'accord? Il y a même eu des grossesses qui ont été décrites. C'était des grossesses qui ont atteint les 32 semaines d'aménorrhée. D'accord? Vous imaginez comment aller faire extraire ce fœtus au niveau de l'abdomen, alors que le placenta, vous allez le retrouver collé à beaucoup de structures et c'est très très difficile de faire l'extraction et parfois même on est obligé de laisser le placenta dans l'abdomen et de donner bien sûr du méthotrexate. Ça, bien sûr, c'est une vue célioscopique. Vous avez l'utérus qui est globuleux gravide. Là, vous avez la GU au niveau ampulaire. Là, par contre, vous avez la GU, mais il y a eu une rupture, d'accord, et on aura du sang qui va s'accumuler au niveau du péritoine. Pour le diagnostic, il faut savoir que le diagnostic il peut être très difficile. On a des extrêmes. Vous pouvez avoir la femme qui vient pour un état de choc ou, bien sûr, une femme qui peut venir juste pour une échographie de premier trimestre. Et là, vous allez constater qu'il n'y a pas de grossesse en intra-utérin. D'accord? On va voir comment on fait pour, bien sûr, généralement suspecter le diagnostic de grossesse extra-utérine. Sur le plan clinique, à l'interrogatoire, on va essayer bien sûr, de chercher les facteurs de risque. Pour les signes cliniques, bien sûr, il n'y a pas de signes cliniques qui sont spécifiques de la GU. Généralement, c'est des signes, soit la femme elle a une douleur, d'accord, une douleur dans une fosse iliaque, soit elle vient avec des signes d'état de choc, d'accord. Bien sûr, la symptomatologie reste hétérogène. On peut avoir une femme asymptomatique, là, c'est lors des consultations, d'accord, ou bien un état de choc hémorragique. Devant toute femme en période d'activité génitale qui consulte pour métrorragie ou bien pour douleur pelvienne, le premier diagnostic à évoquer, c'est la GU. Il ne faut pas se tromper, même si c'est une femme qui n'est pas mariée, d'accord, elle vient juste pour douleur abdominale ou bien
des métrorragies, un saignement vaginal, il faut, la première des choses, éliminer une grossesse. C'est de demander un taux de bêta-HCG. D'accord? Le tableau classique, bien sûr, il nous associe douleur pelvienne, une aménorrhée qui n'est pas toujours présente et bien sûr les métrorragies. Pour la douleur abdominale, bien sûr présente dans plus de 90% des cas, il s'agit, contrairement à la douleur lors de la fausse couche qui est médiane, c'est au niveau de l'utérus et les contractions utérines, là on a une douleur qui est latéralisée, soit latéralisée à gauche, soit à droite selon le siège. Il n'existe pas de douleur, bien sûr, spécifique. On n'a pas de douleur spécifique de la GU. Bien sûr, cette douleur est parfois absente. Parfois, on a une douleur en relation avec une irritation péritoniale, surtout quand il y a un hémopéritoire. Là, vous pouvez avoir des scapulalgies, des douleurs au niveau de l'épaule, d'accord? Ou bien au niveau du diaphragme, d'accord? Là, généralement, la patiente, elle va vous dire, j'ai comme des douleurs qui vont du dos, de l'avant vers le dos, d'accord? Ça s'explique par une irritation du péritoine. Bien sûr, quand vous avez le sang au niveau du péritoine, ça l'irrite et on a tendance à avoir ces signaux-là. Bien sûr, les douleurs doivent faire, toute douleur, bien sûr, doit faire suspecter une GU rompue. D'accord? L'aménorrhée, l'aménorrhée, c'est l'absence des règles. D'accord? La femme, elle va vous dire, ça fait quelques semaines que je n'ai pas eu mes règles. D'accord? Là, bien sûr, il faut faire attention parce qu'elle peut se tromper, d'accord? Et parfois parce que pendant la GU, il y a des petits saignements qui surviennent. Et la femme, elle va croire que c'était ses règles. Alors, généralement, elle peut se tromper. C'est pour ça qu'on ne prend pas en considération l'aménorrhée pour, bien sûr, dire ou bien pour dire l'âge de la GU. Les métrorragies, elles sont classiquement de couleur brune, sépia, c'est vraiment quelques gouttes de sang, d'accord, mais c'est un sang qui est généralement ancien, contrairement au sang de l'avortement qui est rougeâtre, d'accord, qui est rougeâtre et bien sûr plus abondant. Bien sûr, ces métrorragies sont la conséquence de la stimulation de l'endomètre qui va devenir décidualisé, d'accord, parce qu'il attend d'être nidé. Et bien sûr, parfois, les saignements sont absents ou au contraire plus abondants. Ça dépend des cas. On peut avoir réellement des métrorragies qui ressemblent aux règles. Les autres symptômes, bien sûr, là, quand vous avez surtout un hémopéritoine qui commence d'être de moyenne à grande abondance, là, vous avez les signes comme une syncope ou bien une hypothymie ou bien parfois juste un malaise, d'accord, qui va survenir chez une femme. Là, toujours, il faut éliminer une grossesse extra-utérine. C'est très, très important. Même si vous faites un taux de bêta-CG par excès, c'est pas grave. Il faut éviter une mort maternelle au premier trimestre. Bien sûr, des épisodes de douleur de l'hypocondre droit doivent être recherchés. D'accord? Là, généralement, quand vous avez une infection ou bien un antécédent d'infection, surtout chlamydia, vous allez avoir, quand ça atteint l'abdomen, vous allez avoir ce qu'on appelle le syndrome de Fitzhugh-Curtis. C'est des adhérences, d'accord, qui, bien sûr, qui sont présentes entre la face antérieure du foie et la paroi. Et généralement, la femme, elle a un antécédent de douleur au niveau de l'hypocondre droit.
d'accord? Parce que à cause de cet attachement du foie avec la paroi, ça donne ces douleurs-là. Alors, ça nous guide vers un antécédent d'infection, d'accord? Ou bien euh, d'une péritonite. Les signes sympathiques de grossesse sont inconstants, d'accord? Il ne faut pas que si la patiente n'a pas eu des vomissements ou bien des nausées matinales, vous allez vous dire non, il n'y a pas de grossesse. La synthèse peut être vue quand on a bien sûr un hématocèle. Un hématocèle, c'est quand vous avez l'accumulation du sang au niveau du Douglas. Lors d'une GU, l'expulsion vaginale de la caduque utérine peut se voir. C'est rare, mais elle peut se voir et peut être très importante. La malade, elle va saigner et vous allez prendre ça pour une fausse couche, alors que c'est juste l'endométriose décidualisé qui va, bien sûr, s'évacuer. L'examen clinique, il faut toujours, bien sûr, prendre la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Comme je vous l'ai déjà dit, la fréquence cardiaque, d'accord, c'est très, très important pour voir est-ce qu'on est dans une perte sanguine importante. Dès que vous constatez que la fréquence cardiaque dépasse les 90 battements par minute, d'accord, parce que chez la jeune femme, la tachycardie précède beaucoup la baisse de la tension artérielle. Même si vous avez une tension artérielle qui est correcte et vous avez une fréquence cardiaque importante, là, il faut bien sûr se dire qu'il y a un saignement. Bien sûr, la palpation abdominale, on retrouve souvent une sensibilité suspubienne ou une douleur provoquée en fossilienne, bien sûr, soit droite, soit gauche, mais ce n'est pas spécifique de la GU. Les signes du syndrome péritonéal doivent être recherchés. Bien sûr, la douleur contralatérale à la dépression, c'est le signe de Plumbaugh. La défense péritonéale, mais surtout au toucher vaginal, d'accord? C'est là où vous avez le fameux cri du Douglas. Quand il y a un hémopéritone ou bien un péritone qui est irrité, en faisant votre toucher vaginal, vous allez bien sûr faire créer une douleur au niveau de ce cul-de-sac postérieur qui est le sac de Douglas. Bien sûr, toujours, il faut faire un examen au spéculum pour confirmer que le saignement, il est endo-utérin. D'accord? Sinon, on peut avoir un saignement et c'est une déchirure quelque part. Là, généralement, c'est l'examen clinique. Bien sûr, c'est un examen qui n'est pas vraiment enrichissant pour le diagnostic, mais ça nous fait orienter vers une suspicion, d'accord, d'une grossesse extra-utérine. Pour le confirmer, toujours, bien sûr, il faut la paraclinique. Pour les formes cliniques, qu'est-ce qu'on peut avoir comme forme clinique? Bien sûr, on a les formes d'état de choc hémorragique. Là, bien sûr, c'est quand on n'a pas fait le diagnostic et l'évolution, elle s'est faite. Là, généralement, la patiente, elle va venir se présenter pour, bien sûr, des douleurs, une tachycardie, une pâleur, euh, parfois même, elle a fait une syncope chez elle. D'accord? Là, ils vont vous la ramener, bien sûr, dans un état catastrophique. Bien sûr, à l'échographie, vous allez tomber directement sur l'hémopéritoine et de là, généralement, directement au bloc opératoire pour faire l'hémostase. Vous avez des formes qu'on appelle pseudo-abortives, ça mime une fausse couche, d'accord? Les métrorragies, là, elles sont rouges et abondantes, c'est comme une fausse couche, mais bien sûr, quand vous allez faire votre échographie,
vous allez constater autre chose. D'accord? On va voir les signes après. Les formes hétérotopiques, là, c'est un peu rare, mais avec l'avènement, bien sûr, de la PMA, la procréation médicalement assistée pour les couples infertiles, là, il y a des traitements qui sont utilisés, c'est ce qu'on appelle les inducteurs d'ovulation. Et quand vous allez donner ces inducteurs d'ovulation, vous risquez d'avoir, bien sûr, plusieurs ovules qui seront fécondés. Alors, il y a, par exemple, un ovule qui va arriver à se nider au niveau utérin, mais l'autre, il va être en extra-utérin. Et ça nous donne une grossesse intra-utérine et une grossesse extra-utérine. C'est ce qu'on appelle les grossesses hétérotopiques. D'accord? Et bien sûr, là, c'est un problème de diagnostic parce qu'on ne pourra plus utiliser les bêta-HCG, mais généralement, soit à l'échographie, soit à la célioscopie, on y arrive à voir cette grossesse extra-utérine. On a aussi les formes avec un hématome enkysté. Ça, généralement, c'est des GU chroniques. D'accord? Les GU chroniques, bien sûr, on n'a pas fait le diagnostic et ça n'a pas rompu. La GU, elle n'a pas vraiment évolué. D'accord? Elle est restée comme ça et ça va dans la chronicité. Et quand vous allez dépasser quelques mois, le taux de bêta-HCG, il est négatif. Ça veut dire que la grossesse, elle s'est arrêtée, mais l'hématome, il est resté, d'accord? Et là, ça nous donne un hématocèle qui va s'enkyster, mais ce n'est pas vraiment un grand problème. C'est juste, si vous le constatez, euh, on peut espérer une résorption spontanée. Si ce n'est pas le cas, on peut aller faire le nettoyage. Là, j'ai eu, après hystérectomie, c'est juste quelques cas, d'accord, qui ont été décrits. Même après une hystérectomie, ils ont constaté qu'il y a eu des GU, d'accord. Alors, ils ont, bien sûr, ils nous ont sorti quelques théories, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Est-ce que c'est juste il y a eu un rapport avant de réaliser cette hystérectomie, d'accord? Ou bien il y a eu un passage, mais par où on ne le sait pas, d'accord? Mais il y a eu juste quelques cas qui ont été, bien sûr, rapportés, surtout dans les années, bien sûr, dans le siècle dernier. Bien sûr, la GU au début, c'est une autre forme clinique. Elle peut, bien sûr, nous conduire à une erreur. D'accord? La GU au début, bien sûr, elle n'est pas visible, même en cilioscopie, on n'y arrivera pas à la voir. Alors que quelques jours après, ça va se développer. Mais c'est rare, mais ça peut bien sûr nous faire errer pour le diagnostic. Là, j'ai eu bilatéral. Là, c'est aussi à cause de la PMA. Là, j'ai eu bilatéral. Vous allez avoir au niveau des deux trompes une grossesse extra-utérine. Là aussi, c'est un problème de prise en charge parce que si vous enlevez les deux trompes, là, vous condamnez la malade à faire à faire, bien sûr, à faire d'aller en PMA. Là, j'ai eu après une interruption volontaire de grossesse. Là, généralement, c'est dû, bien sûr, soit à une infection, soit à une érosion de la paroi utérine. D'accord? Bien sûr, en conclusion, on doit retenir qu'aucun regroupement de signes cliniques n'est suffisant pour confirmer ou éliminer le diagnostic de GU. Ça, c'est sur le plan clinique. D'accord? Là où il est aussi intéressant, c'est bien sûr, c'est la paraclinique. C'est là, réellement, où il y a une forte suspicion de GU. Qu'est-ce qu'on utilise, bien sûr, avant
on faisait beaucoup de célioscopie diagnostique pour aller voir le siège de cette GU surtout. Mais actuellement, avec les échographes qu'on a, bien sûr, il y a eu un grand développement des échographes, d'accord? Ils sont devenus très, très performants. Alors, on a décidé de faire le couplage, le taux de bêta-HCG et les images en échographie, bien sûr, endovaginale, d'accord? C'est indispensable pour, bien sûr, faire la part des choses. Est-ce que c'est une GU ou non, d'accord? Bien sûr, l'association bêta-HCG et échographie endovaginale permet un diagnostic précoce et évite, bien sûr, le recours à une célioscopie diagnostique. Parce que pour aller faire une célioscopie, il faut, bien sûr, faire une anesthésie générale qui n'est pas anodine. Il permet de détecter une grossesse extra-utérine avec une sensibilité de 97% et une spécificité de 95%. Ça veut dire que ces deux examens couplés, ils sont très performants. D'accord? Les dosages biochimiques ont l'intérêt, contrairement à l'échographie, de ne pas être opérateur dépendant et d'être disponible au moindre coût. L'ACG, comment on fait? Bien sûr, le taux sérique d'ACG atteint sa valeur maximale entre 8 et 10 semaines d'aménorrhée, puis ça va décroître. L'utilisation d'anticorps monoclonaux anti-HCG permet de dépister et de quantifier l'HCG dans le plasma dès le 8e jour post-ovulatoire. Ça veut dire avant même que la femme vienne vous dire, voilà, j'ai eu un retard des règles, vous pouvez faire le diagnostic de grossesse, que ce soit intra ou extra-utérine, d'accord, euh, à cet âge-là, d'accord. C'est avant même qu'il y a un retard de règles. Mais bien sûr, le problème, c'est que le taux de la CG ne va pas vous dire on est à quel moment de la grossesse, ou bien il ne va pas nous dater la grossesse. D'accord? Et comme l'aménorrhée aussi, elle peut être faussée par les métrorragies, là, on est bien sûr coincé pour dire quel âge elle a cette grossesse. C'est pourquoi on utilise la cinétique des bêta-HCG. D'accord? La cinétique, je vous ai dit que normalement, dans une grossesse en intra-utérin, le taux de bêta-HCG, il va doubler chaque 48 heures. Si par exemple aujourd'hui, j'ai 200 unités internationales, normalement, dans 2 jours, quand on refait le taux de bêta-HCG, je dois bien sûr avoir aux alentours des 400. D'accord? Mais euh, il faut savoir 20% des GU ont un taux de doublement normal, ce qui pose un problème avec les grossesses intra-utérines, et 8% ont une cinétique compatible avec une fausse couche. Par exemple, dans la fausse couche, la cinétique, bien sûr, elle diminue très rapidement. D'accord? Bien sûr, au total, le profil des bêta-CG mime la cinétique d'une GU, d'une grossesse intra-utérine évolutive et d'une fausse couche dans 30% des cas. Dans 30% des cas, on ne va pas savoir est-ce que c'est une fausse couche ou bien une grossesse. Ça veut dire qu'on est obligé d'attendre ou bien d'aller vers d'autres examens. De plus, 15% des grossesses intra-utérines évolutives ont une augmentation de moins de 66%, bien sûr, après 48 heures. Là aussi, on peut avoir des grossesses intra-utérines où on n'a pas le doublement parfait. D'accord? C'est, bien sûr, ça ne double pas totalement. Ça, bien sûr, c'est pour le bêta-HCG. Il faut savoir que quand une femme vient
d'accord, consulter surtout au premier trimestre. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une échographie. Bien sûr, vous risquez, en faisant une échographie, de ne pas trouver d'embryon au niveau de l'utérus. D'accord? Alors, il est convenu que si vous faites un taux de bêta-HCG, il est supérieur à 1500 unités internationales, normalement, vous devez avoir un sac gestationnel au niveau intra-utérin. Si vous ne le trouvez pas à ce taux-là, d'accord, là, ça veut dire qu'il y a une grossesse extra-utérine. Et c'est ça qu'on considère comme le seuil de discrimination pour définir, d'accord, une GU. Ça veut dire que si vous avez moins de 1500, d'accord, et vous êtes en train de surveiller, vous avez suspecté une GU, vous allez bien sûr refaire votre taux de bêta-HCG chaque 48 heures, d'accord, et si il dépasse les 1500, là, il faut, et il n'y a pas de grossesse en intra-utérin, là, c'est une très très grande suspicion de grossesse intra-utérine. D'accord? Bien sûr, avant, il était de 6000, mais c'était en 1981. Le 1500, il a été introduit en 2000. Bien sûr, c'est selon l'évolution des échographes. Ce n'est pas les mêmes échographes en 81 qu'on avait en 2000 et qu'on a maintenant. Et actuellement, bien sûr, ce seuil-là, ils l'ont abaissé jusqu'à 1000 unités internationales, bien sûr, à condition d'avoir un échographe de haute gamme. D'accord? Nous, avec les moyens de gamme, les échographes de moyenne gamme, on a bien sûr gardé les 1500. Ça veut dire que vous allez coupler les deux entre l'échographe et le bêta-HCG. S'il est ici le taux de bêta-HCG est supérieur à 1500, vous devez avoir systématiquement un sac gestationnel, bien sûr, en intra-utérin. D'accord? Bien sûr, s'il est supérieur à 2500, d'accord, là, vous devez avoir même un embryon. D'accord? Bien sûr, en dessous de ce seuil, l'échographie est peu informative. Ça veut dire que quand c'est inférieur à 1500, on peut espérer que la grossesse, elle est au niveau intra-utérin. Alors, il faut refaire l'échographie dans quelques jours après. D'accord? Bien sûr, en refaisant le taux de bêta-HCG chaque 48 heures. À l'échographie, il faut toujours faire l'endovaginal. Ça ne sert à rien de faire la suce pubienne. D'accord? Il faut la faire à vessie vide. Elle doit être réalisée en première intention. C'est un examen de routine simple. D'accord? Ça ne coûte pas très très cher comme l'IRM. L'échographie endovaginale seule permet de localiser une grossesse précoce dans plus de 90% des cas et une GU dans 73% des cas. Bien sûr, l'informativité de l'échographie est conditionnée par la qualité de l'appareil. On doit quand même avoir un appareil, d'accord, de bonne qualité. Sinon, le seuil ne va pas être pris en considération. D'accord? C'est selon qu'est-ce qu'on a comme, bien sûr, appareil échographique. Et bien sûr, ajouter à ça, c'est l'expérience de l'opérateur. Pour les signes qu'on peut voir à l'échographie, bien sûr, il y a des signes directs, il y a des signes indirects. Les signes directs, c'est simple, c'est de voir l'AGU directement. D'accord? Bien sûr, l'AGU, pour la voir, généralement, elle est d'une taille importante. D'accord? Là, généralement, c'est une masse qu'on va voir à côté de l'utérus, surtout si c'est une grossesse, bien sûr, au niveau de la trompe, on doit voir, bien sûr, cette masse annexielle-là. Là, vous avez la vessie, d'accord? Ici, c'est la vessie. Là, c'est le col utérin et là, c'est l'utérus. D'accord? Vous voyez bien là, c'est l'utérus et là, on a l'endomètre.
ici. Tout ça. D'accord? Là, la cavité endométriale qui est vide. La femme, elle va venir, elle va par exemple vous dire, j'ai eu, ça fait plus d'un mois que j'ai eu mes règles, ils ne sont pas revenus, d'accord? Et, euh, en faisant l'échographie, d'accord? Là, vous allez retrouver un utérus vide et latéralement, d'accord, vous allez trouver cette masse-là. Là, on a un sac gestationnel. Là, vous êtes sûr, c'est une grossesse extra-utérine parce que vous avez vu votre masse. Vous avez, bien sûr, cette masse-là. Vous avez vu très, très bien l'utérus qui est vide. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper, d'autant plus le taux de bêta-HCG, il est positif. Ça veut dire qu'il y a une grossesse. D'accord? Là, c'est quand vous allez voir la masse, bien sûr, ou bien le sac gestationnel qu'on va voir. Soit on peut bien sûr parfois avoir dedans un embryon avec une activité cardiaque. D'accord? Sinon, qu'est-ce que vous pouvez voir? Là, c'est l'utérus qui est globuleux gravide. Et à côté, on voit la trompe qui apparaît. Parce que normalement, on ne voit pas les trompes à l'échographie. Mais quand elles sont remplies comme ça de sang, c'est ce qu'on appelle un hématosynthétique. Là, on est sûr, d'accord, qu'il y a une grossesse extra-utérine ici et il y a cet hématosynthétique. D'accord? Là, c'est un signe aussi qui est bien sûr direct. Parfois, c'est l'hématocèle, d'accord, c'est une image hétérogène qu'on retrouve au niveau du Douglas. Là, c'est les différentes, bien sûr, situations où, bien sûr, on suspecte vraiment, ou bien on a vu vraiment qu'il y a une grossesse. C'est ce qu'on appelle les signes directs d'une grossesse extra-utérine, surtout si on voit le sac gestationnel. D'accord? Les signes, là, c'est en cilioscopie, d'accord? Là, vous avez une GU qui est, bien sûr, rompue. Là, vous pouvez voir, bien sûr, une GU avec un embryon, un sac gestationnel et un embryon ici. Les signes indirects, généralement, c'est cela qu'on a, surtout quand on suspecte une grossesse extra-utérine à un jeune âge, d'accord? Là, bien sûr, le premier, c'est surtout la vacuité utérine, d'accord? Dans une GU, quand on fait une échographie endovaginale et surtout la femme, elle est sûre de son aménorrhée, quand on trouve une vacuité utérine, il faut bien sûr demander un taux de bêta-HCG. Si ce taux-là, il est supérieur à 1500, là, il faut craindre que réellement, c'est une GU. D'accord? Il faut savoir que normalement, à 5 semaines d'aménorrhée, on aura normalement un sac gestationnel, mais comme je vous ai dit parfois, les femmes se trompent à cause des métrorragies. Là, il faut faire directement un taux de bêta-HCG. D'accord? Utérus vide, vous suspectez une GU, il faut faire un HCG. S'il est supérieur à 1500, c'est une GU. Bien sûr, ça dépendra de votre échographe, mais le seuil de discrimination, c'est 1500. Il y a des centres où ils ont vraiment des échographes très, très à la pointe, où ils ont baissé ce seuil-là vers les 1000 unités. D'accord? Bien sûr, la présence d'un sac gestationnel intra-utérin permet normalement d'exclure une GU, mais il ne faut pas oublier les grossesses hétérotopiques, surtout si la femme, elle va vous dire qu'elle elle a été en PMA. D'accord? Bien sûr, parfois on a ce qu'on appelle le pseudo-sac gestationnel.
c'est quoi? C'est juste une image de quelques millimètres de diamètre. C'est un petit, bien sûr, un petit sac, mais c'est un pseudo-sac. Ce n'est pas un vrai sac gestationnel. Et ça, c'est dû au petit saignement de l'endomètre et l'accumulation d'une quantité de sang. Et ça donne vraiment un aspect de sac. Il faut faire très, très attention. D'accord? Et bien sûr, on a l'épanchement péritonéal, qui c'est une image anéchogène de taille variable le plus souvent, et bien sûr limité. C'est un signe euh, qu'on peut considérer indirect, mais quand vous avez un épanchement péritonéal de moyenne à grande abondance, surtout chez une femme, d'accord, en âge de procréer, c'est il faut penser à une GU, surtout si elle est en état de choc, d'accord. Il ne faut pas du tout hésiter à aller au bloc opératoire, la réanimation, et bien sûr, en même temps, vous allez ouvrir et faire l'hémostase, sinon elle peut mourir. Bien sûr, à cause de ça, parfois, on a eu des malades, d'accord, avec un épanchement péritonéal de grande abondance. On n'a pas eu le temps d'attendre avec état de choc, on n'a pas eu le temps d'attendre le taux de bêta-ACG, d'accord, et si c'était avéré que c'était des saignements d'autres origines et elles n'étaient pas, bien sûr, porteuses de GU ou bien de grossesse intra-utérine, d'accord. Il y a eu quelques cas qu'on a eu. Il y a eu des lésions de rate, d'accord? Des femmes qui ont eu des. Il y a eu une femme qui a eu une lésion de sa rate, ça a saigné. Bien sûr, dans l'urgence, il faut prendre la patiente en charge. Puis, si ce n'est pas un truc gynécologique, vous pouvez appeler un viscéraliste pour, bien sûr, faire son travail, mais il faut bien sûr ne pas hésiter quand vous avez un épanchement péritonéal, surtout de grande abondance avec un choc. Bien sûr, il ne faut pas attendre le taux de bêta-ACG. Il faut aller directement, même si ce n'est pas une GU. Bien sûr, il y a quelques-uns qui s'intéressent à l'épaisseur et à l'aspect de l'endomètre. D'accord? Bien sûr, en cas de GU, l'épaisseur, elle varie de 2 à 20 millimètres. D'accord? Alors que elle varie de 2 à 22 millimètres dans les grossesses intra-utérines évolutives et de 2 à 18 millimètres dans les fausses couches. Mais ce n'est pas très, très contributif. Déjà, ces mensurations-là, d'accord, elles sont toutes proches. D'accord? Alors, vous ne pouvez jamais dire qu'une épaisseur, ça correspond à une GU ou bien non, ça correspond à une grossesse intra-utérine. Ça, c'est juste pour vous montrer une GU hétérotopique. Là, vous avez l'utérus, d'accord, avec une grossesse en intra-utérin et euh, latéralement, d'accord, au niveau de la trompe, on a une grossesse extra-utérine, d'accord, au niveau de l'annexe. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle une grossesse hétérotopique. Moi, j'en ai vu deux. Et là, bien sûr, le traitement, il est chirurgical parce que vous ne pourrez pas mettre de traitement médical, sinon vous allez, bien sûr, tuer la grossesse en intra-utérin. Pour le Doppler, il est utilisé juste pour, bien sûr, voir la vascularisation. Généralement, quand celle-ci elle est riche autour, bien sûr, de la GU, ça vous signe que la GU, elle est vraiment évolutive. Et surtout, quand vous avez, bien sûr, une grossesse hétérotopique, vous n'arrivez pas à voir l'embryon, vous ne savez pas si c'est un kyste ou c'est une GU. Quand vous faites le Doppler, il peut vous aider. Il va vous dire juste, vous allez juste constater, pardon, que c'est vascularisé. D'accord? Comme ça. C'est juste ça. C'est juste sur ce plan-là le Doppler. Mais ce qu'il faut garder, c'est le couple bêta-ACG et l'échographie. D'accord? Là, c'est pour le diagnostic. Il y a ceux, bien sûr, qui font de la recherche et
ceux qui, malgré ce couple-là, ils font ce qu'on appelle une hystéroscopie. Quand il y a un grand doute, d'accord, on retrouve pas parce que parfois, le taux de bêta-HCG il est positif, mais on ne retrouve pas ni la grossesse en intra-utérin, ni la grossesse en extra-utérin. Et parfois même, il y a eu des traitements médicaux qui ont été utilisés, d'accord, pour des GU, et il s'est avéré que c'était des grossesses en intra-utérin et ça se termine par un avortement. Alors, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font quand vous avez un taux supérieur de bêta-HCG supérieur à 1500 unités internationales, d'accord? Là, et à l'échographie, vous n'arrivez pas à situer votre GU. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils vont aller vérifier est-ce que ce n'est pas une grossesse en intra-utérin. Ils font l'hystéroscopie. L'hystéroscopie, c'est une petite caméra qu'on introduit au niveau intra-utérin pour voir est-ce qu'il n'y a pas un sac en intra-utérin. À l'IRM, bien sûr, l'IRM, c'est son coût, mais il faut savoir que la sensibilité est de 80% et la spécificité de 100%. Bien sûr, l'IRM, elle permet de visualiser l'hématosalpinx et c'est la seule qui peut nous dater cette hématosalpinx. D'accord? Bien sûr, les résultats de cette technique ne peuvent justifier le surcoût qu'elle provoque. Généralement, on ne fait pas une IRM pour le diagnostic d'une grossesse extra-utérine, même si on ne retrouve pas cette grossesse-là extra-utérine. La cilioscopie diagnostique, là, généralement, c'est quand euh, on veut, bien sûr, faire un traitement chirurgical qu'on utilise. Mais avant que les échographes soient aussi performants, on utilisait beaucoup la cilioscopie diagnostique quand le diagnostic vraiment il n'est pas fait. D'accord? Bien sûr, la cilioscopie, c'est d'aller vérifier les trompes. Est-ce que, bien sûr, il n'y a pas une GU qui apparaît? Et à la cilioscopie, on vérifie aussi les différentes adhérences qu'il y a euh, et bien sûr le, faire le pronostic des deux trompes. Est-ce qu'elles sont bonnes ou bien au contraire, on risque d'avoir une récidive. Mais généralement, la cilioscopie, c'est pour le traitement. D'accord? Bien sûr, quand vous faites une cilioscopie, vous allez constater qu'il y a une grossesse extra-utérine, bien sûr, au niveau tubaire, comme ici. Comme ici, elle n'est pas rompue là quand vous avez un hémopéritoire. D'accord? Ça veut dire que c'est une grossesse, soit c'est un avortement tubo-abdominal, soit c'est la trompe qui s'est rompue. Pour le traitement, bien sûr, le traitement, on a beaucoup de catégories de traitement. D'accord? C'est un arsenal thérapeutique vaste. Mais il faut savoir qu'on a le traitement médical. D'accord? On va voir comment on fait et quelles sont les indications. Et bien sûr, le traitement chirurgical. Et parfois, on a la chance de se permettre de faire une abstention thérapeutique. Bien sûr, pour les indications du traitement chirurgical, elles sont nombreuses, d'accord? Il faut savoir que la rupture tubaire, que celle-ci soit suspectée cliniquement, par exemple une femme qui vous fait une syncope ou bien des scapulalgies ou autre, et vous avez une anémie, ou bien à l'échographie, vous avez un épanchement péritonéal abondant. Là, vous êtes sûr qu'il y a une rupture tubaire. Là, il faut bien sûr faire un traitement chirurgical parce que vous avez besoin de faire une hémostase et de réparer cette trompe-là ou bien carrément de l'enlever. Bien sûr, une autre indication, c'est quand vous avez un taux de bêta-HCG qui est supérieur à 10 000, là, c'est une GU très évolutive et là, on ne peut pas se permettre. Le traitement médical par méthotrexate, il n'est pas
très efficace. Le taux d'échec, il est très, très important. Alors, on préfère, quand c'est supérieur à 10 000, on préfère ne pas, bien sûr, tenter un traitement médical. Bien sûr, les GU avec activité cardiaque, là aussi, c'est une GU évolutive. Alors, le traitement médical, il peut être qu'un échec, d'accord? Les GU hétérotopiques, quand vous avez une grossesse en intra-utérin et une grossesse en extra-utérin, là, vous ne pouvez pas utiliser le méthotrexate, sinon ça, il va vous tuer la grossesse en intra-utérin. Alors, on va essayer, bien sûr, de sauver la grossesse qui est en intra-utérin. En cas de patiente non coopérante, d'accord, qui ne coopère pas, soit elle refuse de faire les taux de bêta-CG parce que quand vous faites votre traitement médical, la surveillance, elle se fait par les taux de bêta-CG ou bien une femme qui refuse le traitement médical. Là, bien sûr, c'est une contre-indication. En cas où on a une récidive de la GU, surtout si c'est la même trompe, là, ça veut dire que c'est une trompe qui risque, bien sûr, de récidiver. Alors, il faut aller, bien sûr, l'enlever. Si le diagnostic, bien sûr, n'est pas fait et on a besoin de faire une célioscopie pour voir, bien sûr, le siège de cette GU. Là, quand on l'aura constaté, il faut bien sûr continuer le traitement chirurgical. Là, c'est juste pour vous montrer comment on fait une salpingotomie et une salpingectomie. D'accord? Là, bien sûr, c'est une GU qui est au niveau de l'ampoule. D'accord? Vous la voyez bien. Bien sûr, il y a un petit un saignement qui est, qui était du sang qui était déversé au niveau du péritoine. Là, on fait un petit lavage, d'accord, pour voir les différentes structures et ne pas et pour ne pas être gêné. Là, on va voir le foie, d'accord, pour rechercher les, euh, les adhérences. Est-ce qu'il n'y a pas là, tout est libre, alors on est tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une salpingotomie. Ça veut dire on va bien sûr faire une incision, d'accord, au niveau de la trompe, puis enlever la GU et on va coudre ou bien on va réparer cette trompe-là. Là, c'est ce qu'on appelle la salpingotomie. Contrairement à la salpingectomie, c'est quand on enlève toute la trompe. Là, c'est un traitement conservateur. Bien sûr, l'idéal, c'est de le faire sous célioscopie, ou bien, si on n'a pas une colonne de célioscopie, on le fait, bien sûr, par la laparotomie. La laparotomie, c'est d'ouvrir l'abdomen directement. Bien sûr, là, on va inciser jusqu'à ce qu'on arrive euh, euh, à la GU. Puis, on va injecter de l'eau dedans pour, bien sûr, ça va nous permettre de disséquer. C'est ce qu'on appelle l'hydrodessiccation. Quand on injecte, on va, bien sûr, faire libérer cette GU-là des parois de la trompe. Et puis, on va essayer de l'extraire par une aspiration. D'accord? On peut s'aider par des expressions comme ça, par cette pince-là. Et bien sûr, quand, euh, quand on fait ce geste-là par célioscopie, on n'est pas obligé de refermer, d'accord, cette ouverture-là. On peut la laisser comme ça, bien sûr, si ça ne saigne pas. Si ça saigne, on peut bien sûr les brûler avec le bistouri électrique. Mais si c'est une laparotomie, on doit reprendre. D'accord? Bien sûr, là, on vérifie que le saignement s'est arrêté, alors on est tranquille et on peut, bien sûr, enlever notre matériel. Là, c'est pour la salpingotomie.
D'accord? Pour la salpingectomie, là, on va enlever, bien sûr, toute la trompe. Toujours, bien sûr, on va voir le siège de la GU. Là, on vérifie, bien sûr, toujours vérifier toutes les structures, d'accord? Le foie, voir est-ce qu'il n'y a pas d'adhérence, voir l'état de la trompe contralatérale. Bien sûr, si vous avez une trompe qui est tortueuse ou bien qui risque de nous donner une GU, il faut bien sûr l'enlever. Là, vous voyez bien la GU qui est ici, d'accord? Là, on va faire bien sûr une salpingectomie. Salpingectomie, c'est l'ablation de la trompe. Bien sûr, ça, c'est le traitement radical. Là, c'est un petit kyste, d'accord? C'est pas la GU. La GU, elle est là. Là, c'est un kyste qui a été retrouvé, mais il l'enlève. Là, c'est bon, bistouri bipolaire, d'accord? Ce ciseau-là, en réalité, ce n'est pas que un ciseau, mais ça brûle. Ça permet de brûler pour faire l'hémostase. Et là, comme vous voyez, on a enlevé toute la trompe. On n'a pas enlevé que la GU. Ça, c'est le traitement, bien sûr, radical. Voilà. Et il termine par l'autre bout. Tout ça, c'est la trompe, d'accord? Là, le bout, il faut bien sûr faire l'hémostase. Faire très très bien l'hémostase en brûlant pour que ça ne saignera pas. Voilà, comme ça, il a enlevé toute la trompe. Et c'est ce qu'on appelle une salpingectomie. Bien sûr, il faut faire une surveillance après le traitement chirurgical, d'accord? Si, surtout, on a fait un traitement conservateur par salpingectomie, là, il faut faire un taux de bêta-CG pour voir est-ce qu'on n'a pas laissé, bien sûr, du tissu trophoblastique dans la trompe. Si le taux de bêta-CG, bien sûr, ne descend pas, là, il faut ajouter du méthotrexate. Dans le traitement radical, généralement, on ne fait pas une surveillance parce qu'on est sûr qu'on a enlevé toute la GU. Pour le traitement médical, bien sûr, on a beaucoup de protocoles. On utilise le méthotrexate. Il faut savoir que réellement, le méthotrexate n'a pas d'autorisation de mise sur le marché pour le traitement de la GU, d'accord? Mais les sociétés savantes l'ont introduit comme le traitement médical de la GU. Bien sûr, on a deux protocoles. Soit on injecte 1 mg par kilo de méthotrexate à J0, J2, J4 et J6, d'accord? Bien sûr, avec les injections de l'acide folinique en alternance avec les injections de méthotrexate, d'accord, à J1, J3, jusqu'au J7. Et bien sûr, là, vous constatez qu'il y a plusieurs injections. Alors, c'est généralement un peu plus toxique que le protocole à une seule injection. Nous, réellement, on utilise le protocole à une seule injection. Bien sûr, dans ce protocole de plusieurs injections,
il faut faire le dosage d'ACG au 14e jour. Si par exemple, un échec est défini par un taux, si vous avez un taux de bêta-HCG supérieur à 40% du taux initial, là, vous êtes bien sûr dans un échec. Il faut bien sûr refaire une autre cure. D'accord? Mais ce qu'on utilise, nous, c'est surtout le protocole à une seule injection. Vous allez mettre 50 mg de méthotrexate par mètre carré. Un dosage d'ACG, bien sûr, est réalisé à J4 puis à J7. L'échec est défini, c'est les bêta-ACG, d'accord, non pas diminué de 15% ou plus à J7 par rapport au J4. Par exemple, le taux de bêta-ACG ici, au J4, quand on fait au J7, il faut qu'il soit moins de 15% que le J4 pour dire qu'il y a bien sûr une réussite de ce traitement-là. D'accord? Bien sûr, si les bêta-ACG ont diminué de 15% ou plus, le dosage est répété chaque semaine jusqu'à l'obtention d'un taux de bêta-ACG négatif, même pour celui à plusieurs injections. Là, bien sûr, à J7, on se dit que le traitement il a réussi, mais il faut continuer jusqu'à, bien sûr, que le taux soit à zéro. Les contre-indications du traitement médical, on a bien sûr des contre-indications absolues et relatives. Pour les contre-indications absolues, c'est surtout un état hémodynamique instable. Là, ça veut dire que vous avez un hémopéritoine, il faut opérer. Quand on a un épanchement péritonéal, bien sûr, une absence de diagnostic médical, on n'arrive pas à diagnostiquer, à faire le diagnostic, d'accord? Une mauvaise compliance de la patiente qui ne va pas nous permettre de faire ce suivi-là, parce que faire un taux de bêta-HCG chaque semaine, ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Une absence de compréhension des signes de rupture. La femme, elle ne va pas comprendre qu'est-ce que c'est une sensation de vertige ou bien autre qui nous signe qu'il y a un hémopéritoine. Une contre-indication, bien sûr, en méthotrexate, ça nous contre-indique ce traitement médical. Bien sûr, on a parmi ces contre-indications allaitement, immunodéficience, maladie hépatique, toujours faire un bilan hépatique complet et rénal, d'accord? Si on a des enzymes hépatiques qui sont élevées, il ne faut pas le faire. Bien sûr, si on a une anémie, une thrombopénie, une leucopénie. Et bien sûr, certaines maladies, comme des maladies pulmonaires évolutives. Les contre-indications relatives, c'est quand vous avez une activité cardiaque présente, mais généralement, généralement il y a quelques-uns qui tentent, d'accord, mais le taux d'échec, il est quand même important, d'accord, ils vont tenter, mais ça finit toujours, presque toujours par un traitement chirurgical secondairement. Quand vous avez un taux de bêta-CG qui est très élevé, supérieur à 10 000, et l'activité cardiaque présente, les études ont conclu que le taux d'échec, il est quand même très, très considérable quand on fait le traitement médical. Les indications de ce traitement médical, bien sûr, si on a, en cas où on a une GU pour laquelle le diagnostic ne nécessite pas de célioscopie, en l'absence de contre-indication au traitement médical, les GU peu évolutives, d'accord, si on n'a pas une activité cardiaque, on a un taux de bêta-CG qui est inférieur à 10 000 et bien sûr un hématosalpinx qui est inférieur à 4 cm. Ça signe que la GU, elle n'est pas vraiment très évolutive. Le traitement médical peut également être proposé dans certains cas particuliers, comme la GU sur trompe unique. On essaye au maximum de ne pas intervenir pour garder cette trompe unique, mais généralement, quand vous avez une trompe où il y a eu une GU, d'accord, le taux de récidive il est très conséquent. Actuellement, avec la FIV, on peut bien sûr facilement enlever les deux trompes
et envoyer la malade pour faire une fécondation in vitro. Bien sûr, quand on a une GU interstitielle, parce que son traitement médical, il est un peu difficile quand on est, bien sûr, au niveau de la corne utérine. Le traitement par méthotrexate permet de traiter les persistances de trophoblastes qui s'observent après un traitement chirurgical conservateur. Quand vous avez un taux de bêta-CG qui ne diminue pas, là, vous pouvez ajouter le méthotrexate. Pour le troisième, c'est l'expectative, c'est quand est-ce qu'on peut réellement espérer la résorption spontanée ou bien la guérison spontanée d'une GU. D'accord? Il faut savoir que 9 à 26% des GU guérissent spontanément. Bien sûr, de plus, l'expectative permettrait d'éviter un geste délétère sur les trompes par un traitement chirurgical. Bien sûr, l'expectative elle est permise que pour des taux de bêta-CG qui sont de moins de 250 à moins de 2500. Bien sûr, compte généralement, même si on a un taux de bêta qui est de 2500, si 48 heures après, bien sûr, on n'a pas une image de GU et la femme, elle est stable, si dans les 48 heures, on observe une diminution spontanée, d'accord, sans traitement médical du taux de bêta-CG, on peut bien sûr espérer une guérison spontanée. Si, bien sûr, par contre, un traitement expectatif est formellement contre-indiqué en cas de GU, bien sûr, évolutif. Là, vous êtes sûr, presque à 100%, que cette GU-là va continuer d'évoluer et il ne faut pas espérer une guérison spontanée. D'accord? Mais généralement, l'expectative, c'est quand la femme elle est asymptomatique et un taux de bêta-HCG, d'accord, qui est en train de diminuer et non pas une GU évolutive. Bien sûr, on doit, comme je vous ai expliqué, patient asymptomatique, masse inférieure à 3 cm, absence d'activité cardiaque, décroissance spontanée des bêta-HCG et le taux de bêta-HCG inférieur à 1000. Bien sûr, ça, c'est dans notre pratique quotidienne qu'on tolère l'expectative. Parce que dès que vous arrivez à 1500, là, généralement, si on arrive à un taux de 1500, nous, on n'attend pas les 2500. 1500, on considère qu'il y a une GU et on préfère commencer par un traitement médical pour être efficace. Sinon, si la femme refuse le traitement médical, on peut bien sûr doser les bêta-CG et si on voit que ça diminue, là, on peut espérer une résorption spontanée. Et je vous remercie. Vos questions, s'il vous plaît.